Airbnb a-t-elle un avantage concurrentiel? Si oui, est-ce que cet avantage concurrentiel est stable ou en décroissance? Est-ce que cet avantage concurrentiel est également est large ou bien est plutôt étroit? C'est ce qu'on va avoir tendance à faire ici avant de faire ici l'analyse quantitative de cette compagnie. Alors, on a fait une vidéo sur Booking. On a également fait une autre vidéo sur Expedia. Et là, on va parler de Airbnb. Mais déjà, dès le début, je vais vous dire une chose. Il y a une chose que Airbnb a que les autres n'ont pas. Le terme Airbnb est synonyme de location temporaire. Je tiens à vous dire ici que sur Booking, vous avez de la location temporaire. Sur Expedia, vous avez de la location temporaire. Mais quand on veut pas, mais Airbnb est devenu à lui seul presque un adjectif. Je pense bien. Il y a un verbe, comment on dit, voilà, pour parler de location temporaire. Est-ce que tu as un Airbnb? Est-ce que tu as pris un Airbnb? On sait ce que ça veut dire. On ne te demande pas, est-ce que tu as pris un VRBO? Parce que oui, VRBO, ça propose également des services. VRBO ici appartient comment on appelle ça, à la compagnie qu'on appelle euh, Booking. Non, excusez-moi. VRBO appartient à Expedia. OK? Donc, on ne te demande jamais si tu as pris un VRBO. Pourtant, ils font la même chose. Tous ceux qui sont les hosts sur Airbnb sont également sur VRBO, comme sur le segment ici, location temporaire de Booking Holding. Et donc, pour Airbnb, c'est un avantage. Mais ils ont un gros problème. On va revenir dessus. Parlons d'abord des avantages concurrentiels que cette compagnie peut avoir. Donc, il est qualifié de large et en croissance, et il provient essentiellement de l'effet de réseau et des actifs intangibles. Alors, au niveau ici, ce sont les modes primaires, dominants. Donc, néanmoins, elle détient également un coût de changement, notamment les autres ici accumulent des années d'avis, d'historique de réservation et d'optimisation de sa fiche sur la plateforme, un capital de réputation qui ne se transfère pas vers un concurrent. Ça veut tout simplement dire ici que si j'ai l'habitude de mettre mon bien immobilier sur Airbnb depuis plusieurs années, j'ai sans doute des avis ici. Et donc, ces avis-là ont tendance ici à impacter positivement mes ventes. Donc, si je migre pour une autre plateforme, je vais avoir tendance à perdre cet avantage-là. Donc, les nouveaux produits comme la protection Air Cover et le paiement différé Reserve Now, Pay Later approfondit cet ancrage en intégrant davantage de services financiers et d'assurance directement dans l'expérience de réservation plutôt que de laisser ces fonctions à des prestataires tiers. Ce pilier reste cependant modéré. De nombreux hôtes ici publient simultanément, et ça c'est la partie très importante, ils publient simultanément de nombreux hôtes publient simultanément leurs annonces sur Airbnb, VRBO et Booking.com. Une pratique de multidiffusion qui limite l'exclusivité réelle de la relation. Et je tiens à mentionner une chose. Expedia a un problème. Le fait d'avoir des multimarques. Booking.com, tout est sur Booking.com, point à la ligne. Expedia, oui, vous allez voir, Expedia a un site pour VRBO, machin truc. C'est vrai que Booking a également des sites, mais c'est une dispersion au niveau des coûts marketing. Airbnb également a cet avantage-là. Airbnb, c'est Airbnb. Et comme on va le voir tantôt tout à l'heure, Airbnb, c'est peut-être quand on prend les trois, hein, je mettrai Airbnb en dernier, mais avec un potentiel de croissance plus élevé parce qu'ils ont ils ont plus à gagner qu'à perdre, de manière générale. Et je vais revenir dessus. Donc, je continue ici. L'actif intangible, c'est essentiellement ici, la marque Airbnb a atteint ici un statut culturel rare, celui de devenir le nom générique de la catégorie elle-même. Un avantage de notoriété que même les concurrents beaucoup plus grands en volume comme Booking Holding n'ont pas réussi à répliquer dans le segment spécifique des hébergements alternatifs, dont ce statut de marque se traduit directement en avantage économique mesurable. Plus de 90% du trafic d'Airbnb est direct et non payant. Ce terme est très important. Ça veut dire ici que 90% des gens qui vont sur Airbnb ne le font pas sur une page web. Enfin, pas que ne le font pas sur une page web. Vont directement sur l'application
Ou bien non, pas besoin d'aller chercher location temporaire. Ils vont taper Airbnb directement sur la page web. On va straight to the point. Pas besoin d'aller sur Google pour qu'ils vous fassent de la publicité et peut-être vous proposer VRBO parce que VRBO a payé pour être en avant. OK? Comme que les concurrents qui doivent ici dépenser des milliards de dollars en publicité de recherche pour acquérir des clients au même rythme. Je tiens à vous mentionner ici que les plus gros clients des moteurs de recherche sont justement les OTA. Donc, ça me faisait rire une certaine période quand Google se mettait à les concurrencer. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête de ces gens-là. Vos plus gros clients, vous voulez les concurrencer. Pourquoi? En plus, c'est un business où, en termes de le service à la clientèle est très important. Mais bref, revenons ici. Ensuite, on a l'effet de réseau, qui est plutôt large et en croissance. Pourquoi? Le mécanisme explicitement cité par Morningstar comme la source principale du relèvement de la notation d'Airbnb à Wide et l'évaluation ici indépendante confirme pleinement ce diagnostic. Donc, le mécanisme est celui d'une marketplace bilatérale classique, donc une sélection massive de logements uniques attire des millions de voyageurs et ce volume de voyageurs attire à son tour davantage d'autres potentiels. D'accord? Chaque participant ici supplémentaire d'un côté du marché renforçant la valeur pour l'autre côté. Je m'explique en langage plus simple. Ça veut tout simplement dire ici que Airbnb compte plus de 5 millions d'autres actifs, dont 5 millions de personnes qui proposent leurs biens immobiliers. Et a accumulé près de 2 milliards d'arrivées de voyageurs depuis sa création en 2008. Donc, on va se dire ici que je pense que vous voyez à peu près le volume que ça peut donner de manière générale. 2 milliards d'arrivées de voyageurs. Donc, une profondeur de réseau que Morningstar cite explicitement comme la source de son mot large. Et donc, c'est plutôt intéressant. Les réservations effectuées vers l'application ont progressé de 23% sur un an au deuxième trimestre 2026, représentant désormais 64% du total des nuitées réservées contre 59% un an plus tard. Un signal de fidélisation comportementale croissante des clients. Et j'aime ça. C'est un élément très important. Ensuite, on a la production à bas coût. C'est présent. Et ici, il est plutôt également en croissance. Donc, ce pilier se recoupe largement vers l'actif de marque déjà couvert ci-dessus, mais mérite d'être mentionné séparément parce qu'il se traduit par un avantage de coût d'acquisition client concret et mesurable. Il dépense moins pour faire l'acquisition des clients. Le fait que Airbnb génère plus de 90% de son trafic sans dépenses publicitaires directes, alors que Booking et Expedia doivent investir massivement dans la publicité de recherche Google pour maintenir leur volume. Ici, ça constitue donc un avantage structurel de rentabilité plutôt qu'un simple avantage de notoriété. Pour le mot concernant le contre-positionnement, ils avaient ce mot-là avant, mais ils ne l'ont plus aujourd'hui. Airbnb est l'acteur historique et dominant de la catégorie des hébergements alternatifs et pas un distributeur face à un modèle préexistant. Donc ça, c'était avant. Avant, ils étaient plutôt un distributeur parce qu'ils venaient avec un modèle d'hébergement alternatif. Mais les autres ont commencé à faire la même chose. Et évidemment, il y a un risque ici, notamment en ce qui concerne le risque le plus structurel et le moins sous le contrôle ici d'Airbnb reste la réglementation locale sur la location de courte durée, un facteur explicitement identifié comme imprévisible par plusieurs analystes indépendants. Donc des villes et des pays entiers ont déjà restreint ou interdit certaines formes de location de courte durée et rien n'empêche cette tendance de s'accélérer dans de nouveaux marchés à mesure qu'Airbnb prend de l'ampleur. Et ça, c'est la partie qui devrait vous faire avoir des cauchemars à la nuit. Parce que dans les grandes villes, Airbnb crée une pénurie de logements. Ceux qui sont à Montréal, vous comprenez vous savez de quoi je parle. Il y a vraiment une pénurie de logements. Et sur le plan social, ce n'est pas une bonne chose. Ça met une pression au niveau des politiques. Au point où il me semble que, je n'ai pas regardé dernièrement, pour faire du Airbnb ici, vous aviez droit à quelques jours par an et il fallait avoir une autorisation. Donc, ça, c'est le plus gros risque d'Airbnb. Et le problème également, c'est que Airbnb est moins diversifié que les autres. Il n'y a pas d'hôtel. Il y a uniquement la location alternative et leurs affaires de services, etc. C'est bien. Mais les services, tout le monde peut faire ça aussi. Les autres peuvent copier. Je ne sais même pas s'ils ne l'ont pas déjà fait d'ailleurs. Donc, ce n'est pas réellement un avantage. Si Airbnb veut survivre à long terme, ils n'ont pas le choix que de faire exactement ce que Expedia et Booking font. Faire également, je dis même exactement. Ils n'ont pas le choix. Sinon, ça va être compliqué. Ça peut fonctionner sur les mois, les années à venir, mais là, faites attention, voilà le plus gros risque. OK?
Parce que dites-vous ici que les logements alternatifs, c'est une concurrence face aux hôteliers qui, eux, payent par exemple des taxes très élevées, sont sujets ici à des réglementations un peu plus strictes, alors que les hébergements temporaires, un peu moins. Donc, il faut faire très attention à partir de ce moment, à partir de ces niveaux. Il faut absolument, je dis bien, il faut absolument surveiller que dit le management ici par rapport au potentiel de croissance, à la stratégie à long terme. C'est ça, c'est l'élément qui m'inquiète. Bref, allons maintenant sur la partie la plus facile, qui est l'analyse quantitative. On met Airbnb. Airbnb. De toute façon, la pire chose qui puisse lui arriver ici, c'est de se faire acheter. Alors, croissance des revenus, on aime ça. Marge brute, qu'est-ce qu'on a? On a une marge brute de près de 82%, c'est une place de marché. Marge EBITDA, qu'est-ce qu'on a ici? On a une marge EBITDA qui va aux alentours de 20, qui est aux alentours de 20%, plutôt raisonnable. Ensuite, regardons bien les SBC, Stock-Based Compensation du point de vue volume, c'est de la tech donc. 1,7 milliard ici de SBC, globalement. Du point de vue, par rapport au chiffre d'affaires, c'est près de 13%. 13% de ce qu'on gagne, c'est en SBC. 13% du revenu ici est en SBC. Enfin, pas 13% du revenu. On va se dire ici que ça va plus se jouer au niveau ici des free cash flow. Donc, si on a des free cash flow, par exemple, aux alentours de 37%, et là, ça commence à me faire tiquer parce que vous ne pouvez pas avoir des EBITDA de 20%, avoir des free cash flow de 36%. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a un chiffre entre les deux qui n'est pas le bon. Les free cash flow, EBITDA ne peut pas être, free cash flow ne peut pas être, si free cash flow est plus élevé qu'EBITDA, la seule raison pour que free cash flow soit plus élevé qu'EBITDA, c'est essentiellement si on a une charge non financière énorme. Et ça, c'est même ponctuel. Parce que regardez, ici, je mets ça à ce niveau, on met sur le même graphique, 20%. Soit il y a un bug dans ce logiciel, et ça peut arriver. En tout cas, ça prête à confusion. Et je ne peux pas laisser ça passer comme ça. Ça veut dire ici qu'il faut que je vérifie. Oui, si je prends les SBC, j'enlève le 13, on va tomber à 23%. Et même ça, très rarement, vous allez voir EBITDA équivalent à free cash flow. Free cash flow est inférieur à EBITDA. Free cash flow est au moins l'équivalent de net income. Et donc, quand je vois ça, il y a un problème. Et on va essayer d'aller rechercher où est-ce qu'il se trouve exactement, ce problème-là. Alors, je prends les datas ici. On va aller sur les finances. Je le fais en live. Hein. Je prépare rien du tout ici. Donc, c'est que des chiffres dans tous les cas de figure. On a à peu près 2,7 milliards en termes d'EBITDA en décembre 2025. Je vais regarder les free cash flow. On va regarder la partie cash flow testament. Net income 2,5. Plus ça, fund from operation, change, ok, 4 milliards. Capital expenditure, c'est quand même, hein? Attendez, l'élément de distorsion vient d'ici. Ah, order fund, je sais d'où ça vient. En fait, les réservations, Airbnb, les réservations, elle reçoit de l'argent en amont, ce qui veut dire ici que cet argent-là n'arrive pas dans les revenus parce que ce n'est pas comptabilisé comme un revenu. Ce sont des avances. Et donc, techniquement, ça va rentrer dans les cash flows opérationnels de la période. Mais en fait, tant que le service n'a pas encore été... tant qu'on n'a pas encore... le client n'a pas encore joui de son argent de manière générale, on ne peut pas reconnaître ce chiffre-là comme un revenu. C'est pour ça que dans les cash flows opérationnels, dans le bilan, je vous ai toujours dit que tout est lié, hein. Il y a un élément qu'on va voir ici, ça sera jamais du court terme. Ça sera ici, pas le compte payable, oh là là, il va se voir ici. Cet élément-ci doit être très lié à tout ce qui concerne, parce que quand je vois déjà Order Current Liability, Order, quand on n'arrive pas à spécifier c'est quoi spécifiquement, ça ce sont les réservations. Donc, ça veut dire que c'est un revenu futur potentiel ici. C'est de l'argent qu'on a déjà reçu, mais sur un service qu'on n'a pas encore fourni. OK?
Une fois qu'on aura fourni ce service, il passera en revenu, il baissera ce niveau-ci, on pourra enlever les taxes, etc. Donc c'est pour ça que quand vous allez regarder du Airbnb, c'est un avantage pour cette compagnie. Eh bien, les cash flows sont très élevés. Alors, vous choisissez quoi? Est-ce qu'on fonctionne avec ces cash flows-là? Est-ce qu'on les ajuste? Quel est votre avis dessus? Moi, je vous dirais une chose, c'est que je vais les laisser comme ça. En réalité, il faut même les ajuster pour avoir le cœur tranquille. Mais je vous ai montré déjà, maintenant, allez ajuster ça. Moi, j'ai pas le jeu. Je ne vais pas faire ça sur cette vidéo. OK? Vous pouvez enlever ce montant et faire un ajustement. Ou bien, utiliser valeur d'entreprise sur EBITDA de 10. OK? Pour ce type d'entreprise. 10, c'est une moyenne générale ici. Si on la compare ici à Booking, donc on prend le proxy, disons qu'elle a le même secteur d'activité, etc. Booking a tendance à être correctement évalué. Parce que faites attention, quand on utilise la valeur d'entreprise sur EBITDA, et que vous voulez comparer à une autre entreprise ici, il faut toujours, par exemple, si Booking a tendance à se négocier à 10 fois l'EBITDA, 10 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, alors que son PER moyen est généralement ici de 40, etc., c'est pas bon. Ça veut dire que vous prenez un ratio surévalué à la base. Or, je me rassure déjà qu'on fait la même chose et qu'on a tendance à être correctement évalué au minimum. Donc, ici, la valeur, l'EBITDA moyen va être aux alentours de 20 fois. 20 fois c'est 20 fois l'EBITDA généralement. Donc, c'est pas écrit valeur d'entreprise ici, mais normalement, ici, c'est le prix divisé par EBITDA. Donc, market cap divisé par EBITDA. Valeur d'entreprise équivaut à quoi? Capitalisation boursière plus ou moins la dette. Admettons ici qu'il n'y a pas de dette, donc ça veut dire que quand on prend le prix, le market cap divisé par EBITDA, c'est comme si vous prenez la capitalisation boursière divisée par l'EBITDA. C'est comme si vous prenez ici la valeur d'entreprise dans la mesure où l'entreprise en question n'a pas de dette, n'a pas de cash net non plus. Donc, ça donne uniquement également la market cap divisée par l'EBITDA. Donc, je prends 20. Donc, c'est un proxy que je suis en train de... C'est une guesstimation que je suis en train de prendre ici. OK? Donc, et si je guessime, ça veut dire quoi? Ça veut dire ici que je prendrais donc 20 fois l'EBITDA. 20 fois l'EBITDA, ça donne à peu près, en prenant en considération les attentes de 2000. Et vous voyez ici que l'EBITDA, les années sont tendance à faire de mauvaises prévisions dessus, sur cette compagnie spécifiquement. Sur une période de 2 ans, ils se trompent souvent. Donc, à prendre avec des pincettes, ici, donc, ça sera 218. Avec un niveau de confiance très peu élevé. OK? Donc, $218. Est-ce qu'il y a de la dette nette? Non, ils ont même du cash net. Donc, ça fait 200, on va le mettre ici, $219. Si maintenant je prends les cash flows opérationnels, elle mériterait s'échanger à 20 fois les cash flows opérationnels avec la croissance actuelle. Ça ferait à peu près 222. Donc, plus ou moins, on est à peu près versé dans ces eaux-là. Pas plus grave que ça. Donc, je viens ici dans ma watchlist, Airbnb, qui va être ici dans tout ce qui concerne ici le voyage, Airbnb, je mets 219, 219, je mets la date d'aujourd'hui, today, et je vais mettre ici X20 EBITDA 2029. J'espère, on va vérifier si on n'a pas d'exercice fiscal décalé ici. C'est assez correct. Bref, vous avez compris ce que j'ai fait. Donc, ce qui veut dire ici que personnellement, bon, voilà, je sais pas. Pour moi, je mettrais ça dans la partie, voilà, spéculative. Ok, il y avait des ajustements à faire ici, donc j'ai gaspillé pour Airbnb. S'il faut choisir, je prends Airbnb, Expedia. Je prends Booking, Expedia et en dernier le Airbnb. Ça, ce n'est que mon avis. Ça ne veut pas dire que Airbnb n'aura pas de belles performances demain ni quoi que ce soit. Mais je vous ai expliqué la fragilité de ce business. Et ça, ce n'est que mon avis. Ils peuvent également changer les choses. Mais ils ont quelque chose, ils ont un avantage que les autres n'ont pas. Enfin, dans une certaine mesure par rapport au standard de fait concernant le nom Airbnb. OK? Donc, c'est un nom qui a une marque forte ici. Mais bon, ça se doit se voir au niveau des chiffres. Ceci n'est que mon point de vue, et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement et royalement le droit de me tromper. N'oubliez pas,
en description de la vidéo, vous avez le lien vers le bootcamp uniquement réservé aux personnes qui veulent apprendre à faire du stock picking sérieusement. Et comme je l'ai mentionné en début de vidéo, le mardi du 18 du mois d'août, donc aujourd'hui, on a une revalorisation tarifaire et ça sera le cas sur les semaines à venir, enfin sur les 5 prochaines semaines jusqu'au 1er du mois d'octobre s'il reste encore des places. Donc, c'est le moment pour ceux qui réfléchissaient depuis, etc. En tout cas, vous faites ce que vous voulez dans tous les cas de figure. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci, au revoir.